bonsoir à toutes et à tous, salut ma chère et mon cher internaute. Voilà, nous sommes en direct pour ce 23e épisode de l'émission Seuls ensemble, en direct depuis nos confinements. En direct, c'est l'émission, c'est la formation la plus importante parce que c'est la chose qu'on a et qu'on maîtrise ce soir uniquement. Quoique, il peut y avoir des bugs. Confinement, c'est la seconde information qui nous sera reconfirmée sans doute dans quelques minutes lorsque Macron Ier aura pris la parole sans qu'on le lui demande. Bon, c'est pas de gaieté de cœur que j'avais envie de faire cette émission ce soir. C'était plutôt parce que j'avais envie de vous retrouver. Alors ce soir, pour la première fois sur les 23, il n'y aura pas de vidéo. C'est-à-dire, on va discuter uniquement sur le chat. Je vous lirai. Je serai épaulé par Manon et Eurial, les deux modératrices, mes deux acolytes, qui depuis chez elles vont lire, suivre vos messages dans le chat qui est juste ici. Moi, je le vois sur mon écran là. Et m'envoyer des questions, des remarques les plus pertinentes et je réagirai à ce niveau-là. Après l'allocution de notre cher président. Avant de commencer, j'aimerais, avant de recevoir notre invité qui s'invite tout seul, j'aimerais commencer par cette image-ci. Cette image qui m'a profondément marqué, mais pas que moi, parce que Darmanin lui aussi s'est dit choqué par des images choquantes. Je crois que c'est ce terme-là qu'il a utilisé, mais tout du moins des images qu'il n'a pas appréciées. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas apprécié ce qu'on voyait sur ces images, mais c'est les images qu'il n'a pas appréciées. Bon, après, on va chacune et chacun analyser ça comme on le désire, comme on le souhaite. Mais voilà, il y a eu hier une manifestation importante sur la place de la République à Paris. Cette photo a été prise à Paris hier soir et vous voyez du coup de la police devant un amoncellement de tentes achetées par des associations grâce à notre argent, à nous qui donnons aux associations, pour aider des gens, des humains et des humaines à la rue. Peu importe d'où ces personnes viennent, il y a, je vous rappelle, 300 000 personnes de plus à la rue en France, de SDF, de sans domicile fixe, sans domicile tout court, depuis que Macron est au pouvoir. Et c'est tout l'occasion d'aller écouter une courte vidéo. Je vous propose ça tout de suite. La première bataille, alors c'est parti, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité. C'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Nous expérimenterons au cours de ce mandat d'autres manières de faire vivre la démocratie parisienne afin de donner le goût de l'engagement à celles et ceux qui aiment leur ville. Et vous avez donc plusieurs centaines de réfugiés qui se retrouvent désormais repoussés hors de Paris. Les policiers leur ont demandé tout simplement de repartir, de quitter la capitale en leur disant si vous quittez Paris, on vous laissera tranquille pour la soirée. Et donc là, ils sont à la gare de l'Est en attente de pouvoir remonter jusqu'au nord de Paris, encore plusieurs kilomètres. Il y a peut-être une demi-heure, 45 minutes à pied. Il est 1h15 du matin, on est à Aubervilliers et vous avez des bénévoles qui sont là pour essayer d'apporter un peu de réconfort aux réfugiés ce soir avant qu'ils n'essaient de trouver un endroit pour finir la nuit. Il y a des distributions de repas ici. Et je dois le dire, c'est pour moi une joie particulière de vous dire aujourd'hui, bienvenue dans la République. Bon, avant de retrouver notre invité qui s'invite tout seul ce soir, je vous mettrai les liens de cette courte vidéo en description du replay. Je vais vérifier si la technique fonctionne. Je vois le chat, vous êtes déjà plusieurs centaines de connectés, 600 apparemment. Il y aura les sous-titrements au début. Françaises, Français, mes chers compatriotes,
Quand le 28 octobre dernier, je me suis adressé à vous, je m'étais engagé à vous rendre compte de l'évolution de l'épidémie et des décisions qui pouvaient être prises en conséquence. Un mois plus tard, où en sommes-nous? Le nombre de cas positifs journaliers à la Covid-19 a fortement reculé. Il a été supérieur à 60 000. Il s'est établi la semaine dernière à 20 000 cas par jour en moyenne. Après avoir atteint 33 500 patients hospitalisés le 16 novembre, soit plus que lors de la première vague, nous avons aussi commencé une lente décrue. Le nombre de personnes en réanimation du fait de la Covid-19 est passé de 4 900 le 16 novembre à 4 300 aujourd'hui. De ces données, il ressort que le pic de la seconde vague de l'épidémie est passé. Lors de ma dernière intervention, nous redoutions des chiffres bien pires encore, et nous les avons évités. D'une part, car nos efforts, vos efforts, ont payé. L'esprit civique dont vous avez fait preuve a été efficace. Et d'autre part, parce que nous avons appris à mieux prendre en charge et traiter les patients atteints pour éviter certaines formes graves qui auraient frappé nos concitoyens et pesé encore plus sur nos services de réanimation. Je veux ici saluer le dévouement des soignants qui, en ville comme à l'hôpital, ont tenu, coopéré, innové, malgré la fatigue et la lassitude. Je salue tous les professionnels, les associatifs, les bénévoles qui ont aussi ici aidé. C'est tous ensemble que nous avons obtenu ces résultats. C'est tous ensemble que nous avons sauvé des vies. Si nous avons réussi à ralentir la circulation du virus, nous ne devons pas perdre de vue nos autres préoccupations sanitaires. Il nous faut d'abord continuer de traiter, parfois de reprendre les soins pour les autres patients. Il nous faut aussi nous préparer à faire face aux conséquences de long terme liées au virus. Des scientifiques et des experts travaillent d'ores et déjà avec l'assurance maladie à un suivi de long terme des malades de la Covid-19. Je demande aussi au gouvernement de préparer une stratégie pour prendre en compte les conséquences psychologiques de la pandémie et des différents confinements. Je sais en particulier combien les personnes âgées, à domicile comme dans les maisons de retraite, combien les personnes en situation de handicap ont souffert et souffrent encore de leur isolement et combien nous devons les accompagner dans la durée. Il nous faut enfin redoubler de vigilance pour prévenir et répondre aux violences faites aux femmes et aux enfants durant cette période de confinement. Certes donc, nous avons freiné la circulation du virus, mais il demeure très présent en France comme dans tout l'hémisphère nord, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Russie, où il circule encore très fortement. Aujourd'hui, nous avons atteint 50 000 décès dus à l'épidémie. Et si la situation s'améliore globalement dans l'Hexagone et dans nos Outre-mer, dans certaines régions, elle demeure très préoccupante. Nous avons encore devant nous plusieurs semaines pour atteindre les objectifs que j'avais fixés qui permettent de contrôler l'épidémie et donc de stabiliser le nombre de contaminations autour de 5 000 personnes par jour et d'avoir entre 2 500 à 3 000 personnes en lit de réanimation. Aussi, je m'adresse à vous ce soir pour vous dire qu'il nous faut poursuivre nos efforts. Quels sont nos objectifs? Sauver des vies au maximum, maîtriser l'épidémie, tout en prenant en compte à chaque fois au mieux les autres malades, l'isolement de certains, notre économie et ce qui fait la vie. L'éducation, la culture, le sport, notre art de vivre. Adapter la réponse au territoire, en particulier pour nos outre-mer, où des plans spécifiques par territoire seront prévus. Pour ce faire, il nous faut continuer pendant plusieurs semaines à éviter nombre d'activités dans des lieux clos qui accélèrent la diffusion du virus et limiter au maximum les rassemblements. À partir de là, je veux pouvoir ce soir nous fixer un cap, un calendrier et esquisser des perspectives. Une nouvelle étape s'ouvrira à partir du samedi 28 novembre matin. Il y a d'abord ce qui ne va pas changer. Le confinement adapté et donc le système de l'attestation resteront en vigueur car c'est ce qui nous a permis d'obtenir ces bons résultats.
Il faudra donc continuer à rester chez soi, à télétravailler quand cela est possible, à renoncer aux réunions privées, aux rassemblements familiaux et à tous les déplacements non nécessaires. Mais dès samedi prochain matin, plusieurs changements seront réalité. D'abord, les déplacements pour motif de promenade ou activité physique en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 km et pour 3 heures. Les activités extrascolaires en plein air seront à nouveau autorisées. Pour les cultes, les offices seront à nouveau permis dans la stricte limite de 30 personnes. Enfin, et je sais combien l'attente est grande et combien cela participe à notre quotidien, à la vie de nos centres-villes, de nos centres-bourgs, enfin donc, tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict qui a été négocié avec l'ensemble des professionnels que je veux ici remercier. Les commerces et les services pourront donc rouvrir, selon ces règles, jusqu'à 21 h au plus tard. Les librairies, les disquaires, les bibliothèques et archives pourront aussi rouvrir dans ces conditions. La deuxième étape, ce sera le 15 décembre. Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5000 contaminations par jour et environ 2500 à 3000 personnes en réanimation, nous pourrons alors franchir un nouveau cap. Alors, le confinement pourra être levé. Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille. Il faudra au maximum limiter les déplacements inutiles. Souffler et se retrouver, oui, mais j'en appelle à votre sens des responsabilités. Il ne s'agira pas à coup sûr de vacances de Noël comme les autres. Les activités extrascolaires en salle, pour l'accueil des enfants durant les fêtes, seront à nouveau autorisées avec des règles strictes. Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leur activité, toujours dans le cadre des protocoles sanitaires qui ont été négociés. Et un système d'horodatage permettra d'organiser les représentations en fin de journée. Je veux ici dire combien je remercie et combien nous soutenons tous les acteurs de la culture, à qui, je le sais, nous avons tant demandé, mais qui ont tenu, qui ont créé, innové, su trouver de nouveaux publics dans ce contexte si difficile. Nous avons besoin d'eux. Nos concitoyens ont besoin, en effet, de pouvoir avoir une vie, si je puis dire, et des activités au maximum, mais la culture est essentielle à notre vie de citoyenne et de citoyens libres. Des contraintes fortes demeureront toutefois durant cette période. Les grands rassemblements seront interdits, ainsi que tous les événements festifs dans les salles allouées. Tous les lieux qui, comme les parcs d'attractions, les parcs d'exposition, sont susceptibles de rassembler un grand nombre de personnes venant de régions différentes, resteront fermés. De même, les bars, les restaurants, les discothèques ne pourront rouvrir leurs portes, malheureusement, durant cette période. Concernant les stations de sport d'hiver, une concertation a été engagée par le gouvernement avec les élus locaux et les professionnels. Les décisions seront finalisé très prochainement, mais il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes et bien préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions. Nous nous coordonnerons sur ce point avec nos voisins européens. La logique de toutes ces décisions est la même. Au maximum, limiter toutes les activités qui multiplient les rassemblements, conduisent les gens à se rassembler sans protection dans des lieux clos et permettre progressivement de rouvrir les activités où l'on peut se protéger et où les distances, où les gestes barrières sont possibles. Partout sur le territoire, durant cette période, donc à partir du 15 décembre, un couvre-feu de 21 h à 7 h du matin sera mis en place. Nous pourrons circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre pour partager ces moments en famille, mais les rassemblements sur voie publique ne seront pas tolérés. Durant toute cette période, vous aurez un rôle central pour notre réussite collective. Les réunions privées doivent au maximum limiter le nombre d'adultes ensemble dans une même pièce à un même moment. Et nous devons tous veiller à respecter les règles sanitaires entre nous pour protéger chacun.
L'étape suivante sera pour le 20 janvier. En effet, à cette date, nous aurons le recul suffisant au retour des fêtes de fin d'année. Vous le savez, il nous faut toujours une quinzaine de jours pour voir exactement les conséquences de la modification de nos comportements. Et donc, c'est autour du 20 janvier que nous pourrons alors prendre, si cela est possible, de nouvelles décisions d'ouverture. Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5000 cas par jour, les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir et le couvre-feu pourra être décalé. Les lycées, qui bien souvent aujourd'hui fonctionnent par demi-classe, pourront à ce moment-là être pleinement rouverts avec la totalité des élèves présents durant les cours. 15 jours plus tard, ce sont les universités qui pourront reprendre les cours avec là aussi une présence physique de tous les élèves. Nous ferons ainsi le point tous les 15 jours sur la situation sanitaire et déciderons alors si nous pouvons prendre des mesures supplémentaires d'ouverture ou si, au contraire, il nous faut revenir en arrière pour prévenir tout nouvel emballement de la propagation du virus. Car nous devons tout faire pour éviter une troisième vague, tout faire pour éviter un troisième confinement. Pour cela, et durant les mois qui viennent, nous avons 3 outils entre nos mains. Le premier, c'est l'esprit de responsabilité de tous. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas passifs durant cette crise. Nous avons tous un rôle à jouer. Durant les congés de fin d'année, nous allons tous retrouver nos proches. Nous nous en réjouissons évidemment, et tous dans ces moments-là. Nous sommes tentés de baisser la garde, de relâcher la pression. Mais si nous ne voulons pas subir demain un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance. Protégeons nos proches, en particulier les plus vulnérables. Portons le masque, y compris à la maison lorsque nous sommes avec des amis ou avec des parents qui n'habitent pas au quotidien avec nous. Veillons à ne pas être trop nombreux à table. Appliquons scrupuleusement tous les gestes barrières. Se laver les mains, respecter les distances, aérer toutes les heures les pièces. C'est du bon sens et de l'exigence, mais chacun de nous a entre ses mains une partie de la solution. Notre second outil, c'est la stratégie tester, alerter, protéger, soigner, que nous sommes en train de réorganiser pour la rendre beaucoup plus efficace. C'est à mes yeux l'outil le plus important dans les semaines et les mois qui viennent pour contrôler le virus. Tester. Nous sommes, comme vous le savez, l'un des pays européens qui testent le plus. Mais début janvier, aucun test ne devra mettre plus de 24 heures entre la demande de test et son résultat. Ce sera vrai des tests PCR que nous continuerons de déployer. Quant aux tests antigéniques, qui permettent d'obtenir un résultat en moins de 30 minutes, ils seront utilisés massivement, en particulier pour les personnes qui ont des symptômes ou lorsqu'il faut dépister rapidement, par exemple dans une école ou dans une maison de retraite. En la matière, les innovations continuent de se poursuivre et permettront, je l'espère, de faire encore mieux et plus simplement. Alerter. Nous devons, dans les prochaines semaines, améliorer notre organisation afin de casser beaucoup plus rapidement les chaînes de contamination à la racine, en identifiant plus complètement l'ensemble de ce qu'on appelle les cas contacts, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui ont été exposés à quelqu'un qui a la Covid-19. L'application Tous Anti-Covid, que vous êtes près de 10 millions à avoir téléchargée, et il faut continuer, est essentielle pour les identifier. Utilisons-la au maximum dans les commerces et lorsqu'ils ouvriront, dans les restaurants, dans les lieux de culture, partout où nous nous rassemblons. Elle est une aide précieuse pour appuyer l'assurance maladie. D'ores et déjà, plus de 10 000 personnes appellent chaque jour les cas contacts. Et nous allons continuer de former, d'engager de nouveaux volontaires pour encore nous améliorer. Protéger. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. Un vrai débat démocratique doit se tenir. Mais si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus. Ces personnes seront accompagnées sur le plan matériel, sanitaire, psychologique. Cette nouvelle stratégie associera, outre les services de l'État, les maires et leurs services, comme les associations concernées. Soigner, traiter.
Beaucoup de progrès ont été faits et nous pouvons nous féliciter de la mobilisation de nos soignants. Nous devons continuer d'améliorer la prise en charge et le traitement dès le diagnostic en médecine de ville et à l'hôpital pour réduire encore davantage les formes graves. Le troisième outil, enfin, qui nous permettra de faire face au virus durant les prochaines semaines et les prochains mois, et pour nous tous une formidable lueur d'espoir, c'est le vaccin. Notre stratégie repose sur plusieurs vaccins. Certains seront disponibles dès la fin décembre, début janvier, et une seconde génération arrivera au printemps. Notre plan en la matière est clair. D'abord, sécuriser le nombre de doses. Nous l'avons fait avec l'Union européenne et la Commission, en achetant auprès des producteurs, en nous mettant en capacité d'en produire en maximum en Europe, et le nombre de doses étant réparti en fonction de la population de chaque État membre. Les premiers vaccins, sous réserve des résultats des essais cliniques, pourront être administrés dès la validation des autorités sanitaires compétentes. Ensuite, garantir la sécurité sanitaire. Un comité scientifique sera chargé du suivi de la vaccination. Un collectif de citoyens sera aussi mis en place pour associer plus largement la population. Et je tiens à ce que celle-ci se fasse dans un cadre totalement transparent. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Enfin, nous allons organiser une campagne de vaccination rapide et massive au plus près des personnes. La Haute Autorité de Santé présentera dès les jours à venir ses recommandations. Les autorités sanitaires, avec l'État, les collectivités locales, définiront les modalités pratiques du déploiement des vaccins, avec les hôpitaux, les maisons de retraite et l'ensemble des médecins de ville. Nous commencerons vraisemblablement dès fin décembre, début janvier, sous réserve des validations par les autorités sanitaires, par vacciner les personnes les plus fragiles et donc les plus âgées. Des étapes successives seront présentées afin progressivement de permettre la vaccination du plus grand nombre. Vous le voyez, le retour à la normale ne sera donc pas pour demain, mais nous pouvons, j'en ai la conviction, maîtriser l'épidémie dans la durée. Nous avons les moyens, collectivement, de réussir à maîtriser puis vaincre ce virus. Chacun a un rôle à jouer, chacun a une responsabilité à tenir. Nous avons dans le même temps à faire face à une crise économique et sociale inédite. Elle est la conséquence du premier confinement et de ce que nous sommes en train de vivre. Je vous l'annonçais dès le mois de juillet dernier. La crise va vraisemblablement encore s'aggraver, mais nous avons une réponse à apporter et nous l'avons fait dès le début. En effet, depuis le premier jour, nous agissons. Pour les salariés, avec le chômage partiel, pour les plus précaires, avec des aides ponctuelles et la prolongation des droits, en particulier pour les chômeurs, pour les entreprises et les indépendants, avec notamment les prêts garantis par l'État, les annulations et reports de charges, le fonds de solidarité. Quoi qu'il en coûte n'a pas seulement été une formule, mais bien des actes et une réalité. Nous avons renforcé cette réponse lors de la deuxième vague. Et je veux ici remercier le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement qui, en concertant, en travaillant, a permis de compléter les choses. De nouvelles aides sociales ont été décidées. 150 € seront versés en fin de semaine aux bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique, aux étudiants boursiers et aux jeunes de moins de 25 ans non étudiants touchant les allocations logement. 100 € par enfant seront versés pour les familles bénéficiant des APL. Au total, 4 millions de familles et 1 300 000 jeunes seront aidés. Les aides aux entreprises ont été significativement renforcées en décalant les échéances des prêts garantis par l'État, en exonérant à nouveau des charges, en augmentant à 10 000 € le fonds de solidarité, notamment pour ceux à qui, indépendants, commerçants, entreprises, nous avons demandé, j'en ai conscience, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, alors même qu'ils craignaient de perdre le fruit d'une vie de travail. Ils sont tous essentiels, tous,
à la vie de notre nation. Dès les prochains jours, nous allons encore compléter ces aides. En plus des dispositifs déjà existants, les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront fermés administrativement se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019, si cette option est préférable pour eux aux 10 000 € du Fonds de solidarité. Je sais les sacrifices que nous avons demandés à beaucoup de ces entrepreneurs. Je sais combien nos restaurateurs, les entrepreneurs que nous avons fermés administrativement, veulent surtout travailler. Ils ne veulent pas être aidés. Ils veulent pouvoir continuer à se lever tôt le matin et à faire ce qui est leur travail et en même temps leur passion. J'ai conscience du sacrifice que nous leur demandons. C'est pourquoi nous allons apporter cette aide encore exceptionnelle jusqu'au 20 janvier prochain, je l'espère, date à laquelle nous pourrons les réouvrir. Les saisonniers, les extras qui n'ont plus d'engagement depuis des mois, les précaires qui travaillent les années précédentes mais ne retrouvent plus d'emploi, les jeunes qui n'arrivent à trouver ni emploi étudiant ni premier emploi, trouvons une réponse exceptionnelle à leur situation. Le gouvernement présentera cette réponse dans les prochains jours. Le plan « Un jeune, une solution » fera l'objet de moyens accrus et j'invite tous les jeunes à se renseigner sur la plateforme prévue à cet effet. Toutes ces décisions sont le fruit de larges consultations menées par le Premier ministre et son gouvernement avec les partenaires sociaux, les élus locaux, les forces politiques. Elles sont éclairées par la science. Il y a certes beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas, mais j'assume pleinement les décisions que je vous expose aujourd'hui. Et j'assume de les prendre pour vous protéger au maximum dans ce contexte exceptionnel. Mes chers compatriotes, j'ai conscience de vous avoir donné beaucoup de détails ce soir. Mais je pense que c'était nécessaire pour vous permettre de vous figurer dans les prochaines semaines comment nous allons nous organiser si chacun nous tenons notre rôle. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Et il nous faut garder en la matière beaucoup d'humilité, ce virus nous l'a appris. Mais je ferai tout ce que je peux pour me battre à vos côtés, pour vous protéger et réussir à maîtriser cette épidémie. Cette épreuve qui dure depuis bientôt 1 an est difficile pour chacun de nous. Et nous ne sommes pas au bout. Et je ne veux pas que nous nous laissions aller ni à la résignation, ni à la colère. Je suis optimiste, car toute crise comporte une part de progrès, une part d'espérance. Regardez comme ces 9 derniers mois nous ont permis aussi de réussir ce que longtemps nous avions pensé impossible. Nous avons su rendre notre État plus efficace pour faire face à l'urgence sanitaire comme économique. Nous avons collectivement transformé l'hôpital, notre système de soins. Nous nous sommes appuyés sur le numérique pour rapprocher les commerçants des citoyens dans les territoires, pour continuer à travailler, à apprendre, à soigner. Nous avons fait preuve d'une capacité d'innovation, d'un sens de l'inventivité qui seront décisifs pour construire le futur et affronter les crises qui viennent. Nous avons été solidaires comme jamais. Nous avons aussi identifié certaines de nos faiblesses. Une organisation imparfaite, trop de bureaucratie, parfois un sens des responsabilités inégal, un manque de souveraineté, parfois aussi pour certaines de nos productions. Dans les prochains mois, il nous faudra consolider ces forces que parfois nous ne soupçonnions pas et corriger ces vulnérabilités que parfois nous ne voulions pas voir. Pour ce faire, nous devrons nous en remettre au savoir et à la science, ne jamais céder au complotisme, à l'obscurantisme, au relativisme. Nous devrons continuer à innover, à créer, à entreprendre. C'est la force de l'esprit français. Nous aurons à redresser notre économie tout à la fois en investissant, en travaillant et en étant solidaires. À ce titre, le plan de relance de 100 milliards d'euros permet de préparer l'avenir de notre économie en créant des emplois dans des secteurs nouveaux et en les développant. Mais pour les semaines à venir, nous devons chacun à la nation l'esprit de responsabilité. Nous nous devons les uns aux autres aussi beaucoup de bienveillance. Les esprits sont parfois fatigués et les débats s'échauffent.
Et dans cette période, nous ne devons pas nous laisser nous emporter. Tenons-nous ensemble autour de nos valeurs, autour de notre histoire, dans cet attachement à notre démocratie, à notre humanisme qui demeure aujourd'hui comme hier nos plus sûrs atouts. Alors, nous pourrons inventer un nouvel avenir français. Mes chers compatriotes, une nouvelle fois, nous serons, j'en ai la certitude, au rendez-vous des défis des semaines et des mois qui viennent. Notre génération a ensemble à vaincre cette épidémie, à affronter le terrorisme, à affronter la crise climatique et celle des inégalités. Aujourd'hui, nous tenons ensemble. Demain, nous vaincrons ensemble. Vive la République, vive la France. Ah la vache, c'est toujours aussi épuisant. Ouf. Alors, ça fonctionne, le son, vous m'entendez? Je suis navré de vous avoir privé de la voix suave de notre président de la République pendant quelques minutes au début de son allocution. Je suis seul en régie. Cette émission n'existe que grâce à vous, présentes et présents, et aussi grâce aux personnes qui, depuis des mois, des années, donnent de l'argent sur Tipeee, Utip, bref, sur gmail.fr/soutenir. Merci pour toute l'installation, pour tout le fait que je puisse bosser. Mais c'est toujours très précaire. Alors oui, vous m'entendez. Déjà, que dire? J'ai pris des notes, Je voulais dire une première chose. À un moment donné, il nous a dit qu'il ferait tout pour nous protéger. Je ferai tout pour vous protéger. Il se place, et c'est là l'exercice, le but de cet exercice, le premier but. Le premier but de cet exercice, de se placer devant nous et de nous parler, c'est d'asseoir sa figure paternaliste. C'est ça. Ça n'a pas d'autre. Le reste, c'est de le remplissage, on le voit. Ce qu'il dit là, Jean Castex aurait pu le dire. C'est des informations, il a lu un prompteur en disant « voilà, on a décidé ça, etc. » C'est que ça. Et ça a pris toute sa place, toute sa forme quand il nous a dit « je suis là pour vous protéger ». C'est papa, tu vois. Et ça, nous n'en voulons pas, monsieur Macron. Nous ne voulons pas. On a tous un père déjà, ou deux mères ou deux pères, on s'en fout. On a tous des parents. On ne veut pas ça. Première chose, tu vois, ça me gave, parce qu'en plus, c'est les premiers à dire que les leaders sont en l'extrême gauche ou de la gauche avec Mélenchon, etc. Mais ils font ce que ces gens qui disent faire ne font pas. Enfin, c'est dingue. Bon, déjà ça me gave d'entendre ça. Ensuite, il y a, malgré tout, et c'est le en même temps de Macron, il y a à la fois « je vais vous protéger, je prends toutes les responsabilités sur mes épaules » et en même temps, ça c'est nous, c'est vous, donc nous, qui sommes responsables si ça merde ou si ça réussit. Tu vois? Parce qu'à chaque fois, c'était « nous allons faire si vous écoutez bien ce que je vous dis, si vous mettez votre masque même chez vous, si, il y a plein de si, et les si c'est nous. » Et nous, on n'a pas les moyens de vérifier dans notre individualité si ce qu'ils vont nous dire ensuite est vrai. Moi, je ne peux pas vérifier. Je m'en remets aux instances, donc à eux, finalement. Et là, je lis quelqu'un qui dit, fil de là, qui dit « ils nous infantilisent ». Oui, parce que tout ce sous-manège-là, ce qu'on vient de subir pendant je ne sais pas combien de temps, ça m'a semblé une éternité, comme à chaque fois, n'était pas nécessaire au travers de sa personne. Un communiqué par un fonctionnaire lambda, ça aurait pu très bien le faire. Par Jean Castex, ça aurait pu très bien le faire. Là, non, pourquoi le président? En plus, là, pour vous dire, ce n'est pas sur la chaîne YouTube, parce que j'ai repris le fil de son truc, sur l'Elysée. Non, c'est sur la chaîne YouTube de la sienne, d'Emmanuel Macron, qui est au même titre que la mienne. Je veux dire, c'est sur la chaîne YouTube d'un homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc tu vois, c'est très personnifié, c'est très culte de la personnalité. Ensuite, il y a... Alors là, je vous fais un truc à chaud. Vous pouvez m'envoyer vos remarques. Là, je vous vois, vous êtes nombreux et nombreuses à discuter. Je vous vois, alors là, vous êtes combien là?
600, 500, 750, tu vois, on est très nombreux en direct. Vous pouvez réagir dans le chat et vous envoyer des messages avec j'ai mille choses à te dire et Marion, désolé Manon et Urial me font remonter vos messages sur Discord. Bon. Mais je vous fais quand même un petit topo avant, ce que j'en ressens, quoi, ce que j'ai noté. Il y a, bon après toutes les informations sur le couvre-feu, sur machin, sur truc, bon, c'est pas là-dessus que je vais revenir, c'est pas nouveau le couvre-feu de 21h à 7h du matin, bon bah ok, même si ça n'a pas de sens, sanitaire, je suis pas médecin, hein, mais je me suis renseigné quand même, ça n'a pas de sens, hein, c'est pas en étant tout seul sur un trottoir à 23h que je mets en danger, alors que sur un quai de gare avec tous mes potes de boulot, bon, vous connaissez la chanson. Il y a un moment donné, il parle de vaccin en disant qu'il ne sera pas obligatoire. Bon, croyons-le sur parole, comme tout le reste, où il fera le contraire. Donc ça ne me rend pas positif, hein, parce qu'il dit quelque chose, tout comme en début d'émission, sans leçon, désolé, je vous avais mis un extrait de ce qu'il disait en 2017. Je ne veux personne d'ici à la fin de l'année dans la rue, dans les bois, dans machin. Et fêter qu'il y a 300 000 SDF de plus. Et fêter que hier soir, ils ont envoyé les matraques et les gaz lacrymogènes et les bombes de désencerclement sur les exilés et les SDF, place de la République. Vous voyez, il y a ce truc. J'ai vu quelqu'un passer, un certain Eric qui disait « il se mélanchonise, mais c'est que du blabla ». Oui, c'est comme Marine Le Pen, c'est comme plein de gens. Il y a le discours qui doit séduire et rassurer et les actes. Et ça, c'est bien plus chiant et compliqué à vérifier. Mais nous, en tout cas moi, c'est mon travail. Et puis vous, c'est votre préoccupation première, c'est de vérifier les actes ensuite, ce qu'on fait après avoir dit. Et fait est que depuis 3 ans, il fait le contraire de ce qu'il dit. Donc le coup du vaccin pas obligatoire, moi je me méfie. Parce qu'il n'y aura peut-être pas d'obligation que l'État va t'obliger à te vacciner. Mais il y aura peut-être, pour les parents, par exemple, des parents, eh bien, si ton enfant n'est pas vacciné, il ne pourra pas aller à l'école ou à la crèche. Vous voyez, il y a d'autres manières. Souvenez-vous, hein, c'était pareil, on avait le choix, les parents avaient le choix de mettre ou pas les enfants à l'école, mais s'ils ne le mettaient pas, il n'y avait plus d'alloc. Vous voyez, il y a des trucs, ce sont des enculés, pardon, ce sont des enfoirés, hein, ce sont des enfoirés. Bon, dans ce cadre-là du vaccin, il parlait d'un collectif citoyen. Sans en donner plus d'informations. Qu'est-ce que c'est que ce collectif citoyen? Je crois que ça va encore être un simulacre de démocratie directe, un peu comme le tirage au sort pour son grand blabla général, là, et puis le truc citoyen sur le climat, qui ne sert à rien. Juste à remplir un espèce de discours de merde pour faire croire qu'on est en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie, les amis, c'est terminé. Si c'était déjà difficile d'y croire, mais depuis aujourd'hui, où en première lecture, l'article 24 et le reste de la loi sécurité globale est passé, donc il y aura le Sénat, bien évidemment, mais le Sénat c'est Gérard Larcher et la droite. Bon, bah, ils vont peut-être faire pendant 5 minutes le semblant de s'opposer pour faire croire que c'est une opposition valable. Ce n'est pas une opposition, vous le savez bien, mais ça passera. Et puis après, il y aura comme dernier recours le Conseil constitutionnel où ils vont toucher 2-3 trucs qui sont trop compliqués. Mais l'essentiel de la loi va passer. Nous ne sommes pas en démocratie. C'est un fait, quoi. C'est un fait, là, c'est évident. Il y a encore Arié Halimi qui est dans le bureau national de la FDH et qui le disait encore hier soir après le rendez-vous de journalistes, vous savez, avec Darmanin, qui s'est mal passé. Donc, qu'est-ce que je voulais réagir sur quoi aussi? C'est qu'il nous parle du plan de relance. Le plan de relance de 100 milliards d'euros. Alors ça aussi, c'est croustillant. Moi qui avais pas mal participé à la campagne en 2017, et puis bon, pour le programme L'Avenir en commun, qui prévoyait une enveloppe de 100 milliards dans l'investissement pour la transition écologique, etc. On nous avait pris pour des merdes en disant mais vous allez trouver où c'est 100 milliards et là le mec il redit encore, bon c'est pas une nouvelle, hein, une nouvelle, mais quand même ils appuient 100 milliards. Et là, si c'est Macron qui le fait, il n'y a pas de souci. Mais ces 100 milliards, ils vont les placer dans l'économie pas réelle. Ils vont les mettre là où il ne le faut pas pour relancer la machine. Relance, non, il s'agit de transiter, de bifurquer. Et pas de relancer la machine qui nous fait nous foutre en l'air. Parce qu'à aucun moment là, parce que dès le début, un bonjour après le bonjour rapide, c'est comment combattre, parce qu'il parle de vaincre quand même, comment combattre ce virus.
cette pandémie, qui n'est pas la première et qui ne sera pas la dernière tant qu'on n'aura pas changé notre mode de production, notre mode de vie, de consommation, etc. Parce que on n'en parle jamais, à part les complotistes qui ont donc du coup un boulevard devant eux, puisqu'il n'y a personne qui se saisit de ce sujet. Cette pandémie, ce virus, vient des zoonoses. Nous sommes des prédateurs. Alors quand je dis nous, tu ne dois pas en prédateur, mais notre civilisation humaine, c'est le terme. Notre civilisation, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, est prédatrice, putain, sur la nature, qui fait qu'on existe, et qui fait que si ça se casse la gueule, on la suit. Donc c'est ça qui génère ce virus, et les autres, et les prochains. Et donc si on ne change pas l'essence même de notre civilisation, donc en ça on entend le mode de production, notre manière de faire du commerce, notre manière de consommer, notre manière de vivre, eh bien on ne résoudra pas ce problème. Et en ça, là on peut commencer à partir dans les théories du complot, que moi je ne refuse pas, parce que des complots, c'est quoi un complot ? C'est quelque chose tout ce qui se passe dans sous le secret défense, là, on peut parler de complot, puis qu'on n'a pas les oreilles dedans, tu vois. Donc un complot, c'est quoi? C'est ce qu'on n'a pas encore prouvé, tu vois. On peut très bien débattre. Donc je voulais dire que si on ne résout pas ce problème, qu'on ne change pas, eh ben, on aura continuellement, en fait, une troisième vague, une quatrième vague. C'est pour ça que c'est de la couille. C'est de la couille. C'est qu'il nous dit, si on ne met pas le masque, si on n'est pas gentil, comme le policier nous dit avec Emmanuel Macron, on aura une troisième vague. Mais non, c'est pas ça. C'est si nous changeons pas de civilisation, de modèle économique et social, nous aurons 10 000 vagues. Et la théorie du complot que je pourrais t'avancer, c'est que ça leur profite, en fait. À ces gens qui veulent nous dominer, parce que là, il n'y a pas de gouvernement. On ne gouverne plus, ils dominent. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez pu le voir le sentir dans votre chair. Moi, je suis en manif dès que je peux, quasiment tout le temps. Je vous ramène pas des images à chaque fois, mais parce que ça coûte du temps, de la sueur et de l'argent, et c'est difficile. Mais la plupart du temps, je le fais. Et dans tous les cas, j'y suis. Et ils dominent. Ils dominent. On veut une discussion, on exige des droits, ils dominent. Ils nous envoient des gaz lacrymaux, ils nous envoient des canons à eau, ils nous envoient des bombes lacrymogènes, ils nous envoient des bombes tout court, des grenades qui nous explosent en pleine gueule. Ça, ils nous arrachent des yeux, des mains. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est de la couille quand il nous dit que si on ne met pas notre masque de papier, ça ne sera pas terminé. Mais si, ça ne sera jamais terminé comme ça. Parce qu'en fait, on va mettre le masque pendant quelques semaines. Et même si on en finit avec le coronavirus, il y aura d'autres choses derrière. C'est pas nouveau. Souviens-toi du H1N1, du SRAS, etc. en Asie, et d'autres choses, la vache folle, tout plein de trucs, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est lié de manière naturelle. C'est dans l'ADN du capitalisme que de créer le chaos à chaque fois. Bon, je vais voir si vous avez d'autres messages. J'ai d'autres choses à vous dire. Vous êtes là parce que vous avez envie d'entendre ce que j'en pense, j'imagine, mais... Puis pareil, là, avant de voir vos messages, la condition sine qua non de 5000 cas par jour, mais ça veut dire quoi encore une fois, 5000 cas par jour? 5000 personnes testées positives, ce ne sont pas 5000 malades, ni 5000 personnes en réanimation, voyez-vous. Donc c'est, encore une fois, là, c'est n'importe quoi, tu vois, c'est arbitraire tout ça. Bon, je vais ouvrir Discord et je vais voir s'il y a des messages, parce que je vois vos messages, hein, vous êtes des centaines, là, entre 6 et 700 en moyenne, de connecter et d'envoyer vos messages dans le chat, mais ça va trop vite. Il y a Manon et Eurial qui m'ont fait une sélection et qui m'envoient vos messages ici. Alors, et Cardafi qui dit, alors bonsoir Cardafi qui dit, pas de déconfinement du coup? Ben non, pas de déconfinement. Alors, il y a quand même 2-3 petites choses qui vont, les commerces vont réouvrir, les restaurants, ce genre de choses je crois, mais j'ai réglé le son à ce moment-là. À quel moment? Le 28, donc samedi, des choses vont réouvrir, des commerces vont réouvrir. J'imagine qu'il parlait des librairies, etc. Des choses vont réouvrir. Et puis aussi, à partir de samedi, on pourra sortir de chez nous, non pas 1 heure, mais 3 heures. Mais ça, c'est de la couille, encore une fois, parce qu'on sortait tous plus de 3 heures. Enfin, voilà, vous avez 3 attestations avec un horaire différent, puis voilà, enfin, tout le monde le connaît, ce truc. Mais à 20 km de chez soi. Vous voyez, et ils savent pertinemment que personne respecte ça. Mais quand même, ils nous mettent le truc. Tu vois, ils nous mettent...
c'est pour quoi faire, là? Mis à part pour faire semblant, ou alors pour instaurer une manière de on est sans arrêt, on doit se justifier, on doit. Et puis quel est le sens de cette attestation? Moi, alors vous savez, je vis sur la frontière franco-suisse. Je suis en France, je suis à 300 mètres, même pas, d'une douane de quartier, hein, une route tout simplement, avec un poste de douane où il n'y a jamais personne ou peu. Tout à l'heure, il y en avait. Et je franchis très régulièrement. Là, tout à l'heure, je suis allé me geler le cul au bord du lac, très froid aujourd'hui, pour prendre l'air, sans avoir à croiser un policier. Je vais à Genève, où il y a aussi tous les commerces de fermés. Là, ou alors 2 cantons plus tard, tout est ouvert, genre à Berne, tout est ouvert, il n'y a rien qui est fermé. Peu importe, pour te dire que je ne prends pas d'attestation. Je le dis comme ça, bon, j'aurais peut-être pu le dire, parce que ça se trouve demain, le gendarme d'à côté va spécialement venir me voir, mais je sors jamais avec une attestation, parce que c'est absurde. Là, je suis allé chercher un pote à la gare, aussi, côté suisse, là, derrière. Je vais marquer quoi dessus? J'ai mis, je sous-signé moi-même, autorisant moi-même, d'aller là. Donc l'agent, que je lui dise comme ça, ou que je lui dise, ça change quoi? Il va pas la vérifier que j'aille vraiment à la gare. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de sens au truc. Bon, j'essaie de voir vos commentaires en même temps. Alors attends. Il y a Kardafi qui me dit coucou. C'est un C et ça se dit Jamil dans mon prénom. Oui, effectivement, pas les restaurants environ. Bonsoir Vincent qui nous rejoint, Vincent Jalma. Ambre qui dit Jamil, il déconfine juste pour les fêtes, histoire que tout n'explose pas de suite, mais ça rappelle beaucoup cet été. Effectivement, c'est toute la... Là, faut reconnaître la chose à ces dirigeants, hein, c'est leur job, c'est de gérer un peu la chèvre et le chou, tu vois, on appelle ça comme ça, d'essayer pour pas que ça pète. Donc quand on donne là, on enlève ici, tu vois, on essaye pour pas que ça pète, mais vu qu'ils sont perchés à des années-lumière au-dessus de nous ou en dessous, ça dépend comment tu regardes les choses, jamais ils arriveront à tenir à la barque comme ça continuellement. Ça finira par péter, puisque c'est un discours qu'on a entendu. Ce n'est pas des actes, hein, encore une fois. Alors... Désolé, hein, cette fois, il n'y aura pas d'intervention de votre part en vidéo. Encore une fois, parce que je jongle sur 1000 trucs, j'essaye de vous produire des choses nouvelles, j'essaie de m'investir dans d'autres trucs, aussi localement, et puis et la vie, etc., qui est difficile. Donc, je n'ai pas pu produire l'émission de ce soir avec les vidéos, mais on reviendra en vidéo plus tard. Il y a Pépite Camille qui disait « Tu trouves qu'il est mégalomane? Je ne trouve pas, c'est pas mon style. » Moi, je trouve qu'il est ouais, bon, peu importe. Alors, il y a tellement de messages. 10 000 trucs. Jean-Philippe Thomas qui me dit « T'es au top ». Ah, ça me plaît ça. D'ailleurs, si vous êtes des personnes non abonnées à la chaîne, c'est le moment de s'abonner, si ce n'est pas déjà fait, et d'aller voir le reportage que j'ai publié avant-hier soir, qui revient sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale mardi soir. C'est très important. On s'en fout que ce soit à l'Assemblée et mardi soir, c'est général. Il y a des interviews très très intéressantes, il y a des images percutantes, notamment à la fin du reportage, où je vous montre un policier quelqu'un qui est avec les polices, qui génère le chaos, avec des images concrètes qui tournent sur Twitter notamment. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce reportage, mais il faut absolument le voir, j'insiste, c'est nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Redouane, tu as le bonjour de notre 17e arrondissement Paris. Salut les Parisiens, mais qu'est-ce que vous me manquez, j'adore être à Paris, parce que je sens qu'on est à la bonne place quand on y est, qu'on est au bon endroit. C'est malheureux hein, que ça soit en France comme ça, que ce soit le cas comme ça. Je dis, je vis sur la frontière franco-suisse. En Suisse, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de centralité du pouvoir quelque part. Merci Aurial d'avoir mis le lien du reportage. Mais en France, c'est le cas. On a beau faire des petits tours là, mes camarades qui me disent viens, on va manifester à Annecy, machin. Il y a d'autres objectifs à remplir quand on manifeste comme ça. Mais je te l'ai dit comme je le pense. Une manifestation pacifique, un tour en ville avec des drapeaux syndicalistes ou des drapeaux comme le gilet jaune ou un drapeau, je sais peu importe lequel, un message sur une pancarte, tout ce que tu veux. Où on fait un tour, on se fait voir dans les médias et on rentre chez soi. Ça n'a de sens qu'en démocratie.
Et nous ne sommes pas en démocratie. Ça veut dire que ça a de sens face à des dirigeants qui respectent ce que nous pensons et qui en tiennent compte. Ils n'en tiennent pas compte, c'est pas nouveau. Et là, ils font entrer ça dans la loi, avec la loi sécurité globale. Et la loi Avia 2, qui est en cours d'écriture et qui va revenir ces prochaines semaines. Donc, non, il n'y a que de sens, et c'est mon avis. Si l'objectif est la révolution citoyenne, si l'objectif est de prendre le pouvoir, si l'objectif est de leur retirer le pouvoir, il n'y a de sens que de manifester brusquement à Paris. Sans ça, c'est d'autres objectifs. C'est la conscience politique, effectivement, manifester près de chez soi, c'est très important pour éveiller les consciences, discuter avec ses voisins, avec les gens qu'on côtoie quotidiennement, c'est très important, évidemment. Mais tout dépend de l'objectif. Là, faire pression sur le gouvernement pour que la loi soit abrogée avant qu'elle ne passe, peu importe, sur le législatif, eh bien, ça a du sens de manifester devant l'Assemblée nationale. Parce qu'on est chez eux, on est devant eux, ils ne peuvent pas nous ignorer. Mais le faire à Pétaouchnok, là, dans cet objectif, non, ça n'a pas de sens. Turano. Djemil, tu penses que la révolution doit être citoyenne? Alors, j'entends cette question venue d'un anarchiste ou d'une anarchiste du mot citoyen. Ça dépend comment tu définis le citoyennisme ou la citoyenneté. Nous sommes actuellement des citoyens. Et moi, je veux encore y croire. Avant de passer à autre chose, je veux encore miser là-dessus. Oui, je ne pense pas que la révolution, dans l'absolu, doit être citoyenne. Mais là, ça me semble, dans l'appareil dans lequel on est, ça me semble pertinent qu'on soit dans cette quête-là pour l'instant. Alors je lis, hein. Si vous voulez m'interpeller directement, vous faites @Djemil chose à te dire pour que ça apparaisse en orange de mon côté et vous y allez. Il y a tellement de messages. Attends, j'essaie de faire les choses correctement. Quentin, Djemil, as-tu songé que s'il t'arrivait quelque chose en live, désolé, ça pourrait créer des émeutes? Je sais pas de quoi tu parles. Il m'est déjà arrivé des choses en live, hein, ça n'a pas créé d'émeutes. Ça a créé l'avenue des pompiers et des traumatismes crâniens. Mais je sais pas ce que tu veux dire par là. Don dit Djemil, est-ce que les militaires se rangeraient du côté du peuple? Juste avant ce live, j'étais en visio avec des camarades du coin dans notre groupe d'action politique et on a abordé cette question. Et je disais que moi, toutes les fois où je me suis fait taper sur la gueule, où j'ai fini aux urgences, où j'étais emmerdé dans la rue bloqué par des forces de l'ordre pour pas aller manifester ou pas filmer, c'était des gendarmes. Tu vois? Donc le mythe le gendarme, il est plus sympa que le CRS. Alors oui, hein, c'est différent, hein, c'est l'armée, machin, mais je vous rappelle, depuis quelques années, l'armée est rattachée au ministère de l'Intérieur. Et ils veulent en faire, et là, dans la loi sécurité globale, je crois que c'est l'article 1 qui veut aller chercher aussi la police municipale et l'amener plus proche de la police nationale, qui elle est dépendante du ministère de l'Intérieur. Vous voyez, ils veulent tenir toutes les ficelles en même temps. Donc je ne crois pas forcément à ça de manière systémique. Monsieur Julius Petru, bonsoir. Djemil bis depuis le rassemblement d'aujourd'hui à Lyon. Il y avait beaucoup de monde, c'était impressionnant. Super, j'ai hâte de revenir à Lyon à l'occasion. J'hésite pour samedi. Est-ce que samedi je vais à Paris? Est-ce que samedi je vais à Lyon? Est-ce que samedi je dors? Parce que je suis fatigué. Putain, qu'est-ce que je suis fatigué. Juillet H. Djemil, en dehors de la langue de bois, l'allocution est bizarre. C'est pas à un président de partir dans les détails. Ses ministres pourrissent le débat et lui joue père rassurant pour 2022. C'est ce que je disais en début de réaction tout à l'heure. Ce qu'il fait ce soir, c'est avant tout asseoir son visage paternaliste. Souvenez-vous, le candidat Macron en 2017, je crois que c'était le candidat. Ça peut être le ministre qu'il était avant. Dans le journal 1, qui s'ouvre en plusieurs beaux morceaux là, il disait... Je ne pourrais pas te le citer en termes précis, mais en faute, il disait que, en gros, les Français regrettaient d'avoir décapité leur roi et qu'il leur manquait un roi.
les propos là, il les a tenus. Donc, tu vois, c'est cohérent. Il y a rien, les gens qui disent qu'il y a de la cohérence, non, il n'y a pas d'incohérence. C'est cohérent, c'est juste qu'on n'en veut pas de ça, en fait. Pop, 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 je vous lis. Hein. Ça va vite, donc je loupe les choses parfois. Misère. Allez-y doucement. Le coût des 100 €. Little Adventure, dit Jamil. Les 100 € pour les étudiants, il l'avait dit en interview, il avait dit que c'était une erreur le lendemain. Effectivement, il y a eu, alors je ne sais plus le cadre précis, mais encore une fois, ce qu'il dit et ce qui va être fait, il ne faut pas prendre pour argent comptant. Hein. Et le coût des 100 balles, j'avais fait une note tout à l'heure. Voilà, j'avais mis 100 balles et ferme ta gueule. Voilà, ça me fait penser. Parce que c'est ça dont il s'agit. On a l'impression pour les gens qui veulent être rassurés en disant on aide les pauvres gueux et logdus que eux ne sont pas. Mais c'est que 100 €. Hein. Si jamais tu réussis à être... C'est 100 balles. Là, 100 € par enfant, par famille. Mais ça concerne les gens qui sont déjà dans la merde. Et qu'ils le sont encore plus que les autres, puisque le confinement les touche en premier lieu. Je vous dis, vivant à côté de Genève, qui n'est pas le lieu le plus pauvre du monde, hein, tu vois. Mais il y a des milliers de personnes depuis mars qui sont dans une merde, qui les oblige à faire la queue pendant des heures. J'ai vu ces gens pendant 4 heures pour récupérer 20 francs de nourriture. C'est une boîte de thon, une demi-baguette de pain à Genève, en Suisse. Imagine. Le délire. Donc 100 balles. Et c'est une seule fois. Mais ils ont perdu leur boulot. Donc 100 balles. Que veux-tu faire avec 100 balles? C'est vraiment des miettes. De dire que ça coûte quelques millions, je sais pas trop quoi, mais c'est que de la couille encore une fois. C'est pas du socialisme ça. Hein. C'est de la communication. Et puis au passage, j'avais noté que le coup, on distribue les 20% là, donnés de chiffre d'affaires de 2019 donnés aux salles de sport ou je sais pas trop quoi là. Mais encore une fois, c'est des annonces. 20%, c'est pas suffisant pour les gens qui sont vraiment dans la merde, parce que tu perds 80% de ton chiffre d'affaires. Mais pas que ça. C'est que il y a, dans ce moment-là, de son allocution, il y a l'État qu'il critique tous, qu'il détruise, et que la droite et les gens qui votent pour lui, ou la droite, n'aiment pas. Hein, les entrepreneurs, l'État, c'est de la merde. Mais par contre, quand c'est la crise, qui aide? C'est l'État. Toujours, c'est l'État qui aide. Hein, c'est l'État parce que l'État, c'est nous, en fait. Et il y aura toujours de l'argent, en fait, puisqu'il y aura toujours le peuple qui fournit de l'argent à l'État. Donc, c'est une valeur sûre. Et pourtant, il continue à le flinguer, l'État. À le rendre start-up, entreprise. Mais c'est pas la même chose. Et puis, mais très vite, le culte du travail, j'avais noté là, revient. Parce qu'il dit en même temps, on va aider, mais je sais que les gens ne veulent pas être aidés. Sous-entendu, ne veulent pas être des assistés et qu'ils veulent se lever tôt le matin et travailler pour gagner leur hommage. Tu vois, on revient. Il essaie d'avoir ces deux trucs en même temps. Ça ne marche pas. Tu choisis ton camp à un moment donné. Soit tu es un capitaliste, soit tu n'en es pas un. Mais ça ne marche pas. Tu ne peux pas être en même temps les choses. Tu vois. Donc ça, c'était une chose qu'il fallait souligner. J'essaie de voir en même temps le reste. Ouh, vous êtes motivés. Il y a Tom Net qui dit mutualiser les pertes, individualiser les profits. Effectivement, on dit aussi socialiser les pertes et privatiser les profits. C'est toujours comme ça que ça fonctionne quand la banque est au pouvoir. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier, Emmanuel Macron est un banquier d'affaires. Je vous le rappelle très souvent, on l'oublie ou on le met de côté. Emmanuel Macron n'est pas un homme d'État. Hein. Emmanuel Macron est un banquier d'affaires qui a pris le pouvoir. Et à travers lui, toute une caste qui ne peuvent pas travailler pour nous. C'est tout, ça s'arrête là en fait. Donc il n'y a pas de... Je vois des gens qui sont « Ah, il est à trahison ». C'est-à-dire que c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aborder en live, thématique ces prochains jours ou semaines. La soi-disant trahison de Macron. Mais il n'y a pas eu de trahison. C'était « Ouais, mais il n'a pas dit ça ». Oh, mais on s'en fout de ce qu'il a dit, regarde qui il est. Il n'y a pas de trahison. D'où il vient, ce qu'il a fait avant, il n'y a pas de trahison. Ryuk, Jamil, que penses-tu de la fusion gendarmerie-police? Et merci pour ce que tu fais, j'admire ton calme et ta façon de t'exprimer qui reflète ta bonté d'âme. Mais que c'est gentil. Ah, calme, je suis pas trop calme là ce soir. Alors la fusion gendarmerie-police, on en parlait tout à l'heure. Et puis aussi tu peux ajouter la police municipale et tout le tintouin. Et peut-être plus tard les milices privées hein, qui vont pulluler.
Parce qu'il y a toute une part de privatisation de la sphère de la police et de la sécurité, de la sûreté, avec la loi sécurité globale. Donc il y a vraiment plein de choses de boules puantes qui vont nous tomber sur la gueule. Alors... Eric B qui dit Djemil, le Covid, quel qu'il soit, est une. Quel qu'il soit, bon, bah, il n'y a qu'un Covid, hein, est une opération psychologique globale. Bon, je ne sais pas de quel. Comment tu dis cette chose-là. Moi, ce que je dirais en réponse justement à ça, c'est que ça sert à ça. Ça sert à ça. C'est-à-dire que cette situation, effectivement, permet, parce que la crise sanitaire, elle existe, il y a des malades, il y a des gens qui meurent de ça, et ça existe. Encore une fois, il n'y a pas de magie, c'est parce que nous flinguons la nature que les pandémies, la plupart, hein, la science nous le prouve, l'histoire nous le démontre, que ça nous tombe sur la gueule comme ça. Et cette situation crée un environnement politique qui permet cette opération psychologique-là que tu dis, qui permet de faire des choses, des lois, pour dominer une population. Voilà. Et puis aussi, psychologiquement, de marquer les esprits, de traumatiser. Il y a plein de gens qui ont peur, en fait. Merci, Urial, de rappeler qu'après le live, vous pouvez revoir mon reportage qui s'appelle « Un naufrage démocratique programmé et qui est présent sur ma chaîne YouTube, que je vous encourage vraiment à voir. Alors, tac. Sans Cyrus qui dit c'est une énorme instrumentalisation politique. Oui, bah oui. Basée sur quelque chose de réel. Alors, je ne parle pas sans arrêt, hein, je vais essayer de... Déjà, je vais boire un coup. Je suis content. Sinon, vous passez une bonne soirée, là. Un bon moment. Je suis content qu'on soit ensemble ce soir. Franchement, je l'aurais pas regardé. Je l'aurais pas regardé tout seul, son allocution, comme les autres fois. Hein. Oh la vache, tous ces messages. Grégoire Latry, Djemil, à propos des zoonoses et de l'hypothèse de l'impact des élevages intensifs de visons dans la propagation du virus en Europe, un des derniers articles du site Les Crises, que je recommande aussi. Effectivement, il y a le problème, il réside là, il réside dans notre manière, dans notre rapport au monde, dans notre manière de produire, de consommer, etc. Et effectivement, il faut le dire, il faut se renseigner. Ça ne sort pas par hasard comme ça. On n'est pas dans un film. Hein. Il y a une réalité qui est là, qui est simple à comprendre. Il faut se remettre en question. Et là, c'est d'ailleurs ce que j'ai noté à un moment donné, toujours pas de remise en question. Il n'y a pas de remise en question. Et il n'est pas possible, en la personne d'Emmanuel Macron, et même d'autres personnes qui se proposent au trône du monarque présidentiel. Personne, quasiment, propose cette remise en question. Ils veulent tous relancer la machine qui leur profite, c'est tout. Il y a quelqu'un qui dit, Margot dit, comment un garçon peut-il avoir un air paternel? Par garçon, t'entendrais quoi? Le fait que Macron a une tête d'ange de garçonnet? Mais parce que lui, il pourra asseoir son visage de papa, il a toute l'armée à l'Assemblée et l'armée avec les matraques dans la rue. Hein, t'inquiète. Si vous voulez que je réagisse à ce que vous dites, vous mettez toujours un @Djemil, chose à te dire, sans espace, je crois, entre @ et Djemil. Et je vois vos messages parce que j'ai du mal à voir tout.
Fabrice qui dit les queues à Genève, c'est les clandestins qui bossent au noir chez les fonctionnaires internationaux de l'ONU et l'OIT. Alors, les clandestins, j'aime pas trop ce mot-là, hein, pour commencer, ça déshumanise pas mal les gens, mais c'est surtout des gens, des travailleurs et travailleuses précaires qui ont malheureusement pas ou peu de droits et qui se retrouvent dans la merde, comme en ce moment au Liban aussi, où des gens sont prisonniers de cette situation et sont à la rue et sans rien. Tu vois, mais pas que. Pas que. Qu'est-ce que j'ai pu noter d'autre, encore une fois? Oui, alors du coup, avec le couvre-feu, etc., les rassemblements publics ne seront pas tolérés, a-t-il dit? Ben oui, ça on l'a vu, hein, mais encore une fois, il n'en dit pas plus sur ça. Et je tiens à vous le rappeler ici de vive voix, les manifestations et rassemblements contestataires sont légaux. Nous pouvons, nous devons, nous avons le droit et nous devons d'ailleurs, parce qu'il y a une urgence, continuer à manifester, notamment à Paris. Nous avons le droit. Et pour être peinard, vous avez l'attestation sur le site de la Ligue des droits de l'homme qui est constamment renouvelée, que vous pouvez imprimer ou mettre sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable, pardon, pour pouvoir vous rendre à une manifestation. Encore une fois, allez voir mon reportage, je l'explique dans le reportage. C'est un reportage à voir et à partager pour piger la situation du mieux que j'ai pu le couvrir et tendre mon micro à des gens qui ont pu nous l'expliquer, le mieux que je pouvais moi le faire. Et on voit qu'on veut, là en disant les rassemblements publics ne seront pas tolérés, et ne pas en dire plus, ça vient nourrir une croyance qui fait que on est en confinement, donc on ferme notre gueule et on reste à la maison. Mais non, pas du tout. Merci INCIAL. Oh, mais c'est pseudo. Jamil, c'est simple, non? Alors, attends, Don dit Jamil. Les manifs tels qu'on les connaît ne servent plus à rien, il faut aller plus loin. On en a parlé il y a quelques minutes ici sur ce live. Xavier, Jamil, bonsoir. Continue, ce que tu fais est essentiel. Dis-moi, c'est quoi cette histoire de milice privée? Merci pour m'encourager. Vous avez juste, je crois là, voilà, tous les petits liens pour aller me permettre de continuer en filant 1 €, 2 ou 43 millions si vous en avez les moyens pour pouvoir payer et financer ce travail qui vous semble pertinent à poursuivre. Et pour le coup des milices privées, il faut que tu ailles voir pour le coup une autre vidéo, celle d'avant, où je décortique la loi sécurité globale et où on parle de cela justement. Alors Eurial va peut-être mettre le lien de cette vidéo. Boris qui dit on a encore le droit de manifester, alors on en profiter. Oui, oui, tout à fait. Comme le droit de filmer la police avec votre téléphone, etc. Alors il ne s'agit pas d'aller provoquer. C'est ça toute la subtilité. Il ne s'agit pas d'aller, même si tu as le droit, à un moment donné, c'est contre-productif. C'est un truc difficile à dire actuellement, de provoquer, etc. Parce que c'est difficile, il faut soutenir. Et c'est ça tout le problème actuellement dans notre société. C'est polariser, le débat est polarisé. Il faut être contre, il faut être pour. Il faut être noir ou il faut être blanc. Enfin, non, moi je déplore par moments des personnes, qu'elles soient lambda ou des figures de la lutte, qui parfois provoquent pour dire ah bah, regardez, on m'a frappé, regardez machin, que truc. La police n'a pas le droit de te frapper. Elle n'a jamais le droit de te frapper. Le tonfa, la matraque, c'est un outil de défense pour eux. Ce n'est pas un outil d'attaque. Pourtant, elle le fait. Toi, tu as le droit de filmer, mais il y a des manières de faire. Ça reste, nous sommes des humains, tu vois. Donc provoquer les choses, c'est difficile en fait. Donc, mais faut le faire. Là, il n'y a pas longtemps, je revenais quand je revenais de Paris, quoi, sur un quai de gare, ici, il y avait 4 jeunes qui descendaient du train et apparemment, je ne sais pas trop quoi, j'ai pas pigé, mais les cheminots avaient appelé la police, il y avait, je sais pas, 7-8 agents et pour 4 jeunes qui avaient 14 ans. Donc, je suis resté à côté, je me suis mis à filmer avec mon téléphone portable, au cas où.
Et la policière, une des policières, elle est venue me voir en me disant « Vous faites quoi, monsieur Circulez ». Je fais « Ben non, j'exerce juste mon droit, je vous importune pas, j'exerce mon droit. On ne sait jamais avec ce qui se passe en ce moment. » Elle essaie de me dissuader de le faire, mais je sais que c'est un acte citoyen quelque part aussi. Donc je vous encourage à le faire, mais il ne faut pas non plus créer le chaos ou le problème. On est censé agir avec bienveillance. Gabin qui dit « Est-ce que le discours de Macron était subversif ?» Tu auras le plaisir et le loisir de le voir en replay si tu veux, juste avant. Alors. Misère. Je suis fatigué, moi. Connerie. Lord Merlin nous rappelle qu'après le référendum sur l'Europe, ils sont passés outre le vote des Français et depuis, pas une seule fois, ils n'ont tenu compte de l'opinion des Français. Alors, effectivement, merci Lord Merlin de le rappeler. Ils ont... parce que c'est la même caste au pouvoir depuis ce moment-là. Ils s'en foutent. C'est pour ça que c'est nécessaire de se rendre compte que la manifestation, loin des endroits de pouvoir, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si l'objectif est de se faire entendre. Ça a d'autres sens, mais ça n'a pas celui-ci. Michel Lerouge qui dit ton dernier reportage est magnifiquement tourné, merci. Alors je sais pas si c'est magnifiquement tourné parce que j'avais juste ma caméra qui faisait difficilement le point et puis mon micro et puis j'essayais de... Bon, c'est pas très beau à voir, mais c'est nécessaire quand même. C'est le fond qui est important. Renaud un jour dit quelques minutes encore ou bien un replay du discours. Ce live, une fois terminé, se transforme automatiquement en replay sur ma chaîne. Donc tu pourras revoir. Alors n'aie pas peur au début de l'intervention de Macron. J'avais un problème de son, donc il y aura les sous-titres, mais le son revient au bout de quelques minutes. Donc tu pourras revoir ça. Bon bah les gens, si vous n'avez plus de choses à dire, enfin si vous avez plein de trucs à dire, mais je pense qu'on a fait le tour. J'ai pris d'autres notes, mais qu'est-ce que tu veux, je pense que j'ai tout dit de ce que je voulais vous dire. Voilà. Il a réussi à placer le mot terrorisme à la fin quand même, tu vois, mais en disant climat et inégalité, même moi j'arrive plus à le dire, tu vois. Mais le terroriste, le mot a été bien plus prononcé, on l'a bien entendu alors que climat et le reste, mais ça révèle bien ce qu'il pense en vrai, je pense. Ah, il y a eu aussi le passage où tout est parfait. C'est ça aussi qui est intéressant dans cet exercice, où il se livre à nous sans contradiction ni opposition. Il a le champ libre et il peut avancer ce qu'il veut. Et il avance quoi? Il avance que tout est parfait, qu'ils ont agi, qu'ils ont même renforcé l'hôpital public. Franchement, je sais pas si tu te souviens de la tête que j'ai fait à ce moment-là. Mais c'est dingue! Pendant la crise, et encore à l'heure où je te parle, il continue de fermer des lits, encore. Ce n'est pas une vision de la chose, ou ma manière de gauchiste de te dire la chose. Non, c'est un fait. Il y a des enquêtes, il y a des chiffres qui parlent, il y a des gens du métier qui te disent que leurs conditions de travail régressent. Donc, c'est de la couille. Et il le dit, tu vois. Ils osent tout. En même temps, quand il y a des journalistes avec lui en face, bah c'est qui? C'est Léa Salamé et autres passe-plat. Il n'y a pas de contradiction non plus, hein, donc bon. Angel dit « Jamil, à quand la prochaine manif sur Annemasse Haute-Savoie ?» Faut savoir que je vis ici. Enfin, pas tout à fait Annemasse, mais à côté. Eh ben, j'en sais rien. J'en sais rien, c'est pas moi qui les organise. Et puis, encore une fois, je trouve pas ça forcément pertinent. Encore une fois, dans une hiérarchisation des choses. Ça dépend où on se place, ça dépend de l'objectif qu'on doit atteindre. Seg de Boss qui me demande est-ce que je peux expliquer ce qui s'est passé sur le live. Je t'encourage, dans quelques minutes on va se dire au revoir là au bout d'une heure et demie et je t'encourage à regarder le replay une fois qu'on aura terminé.
Boris me dit, Macron t'a vidé de ton énergie. Non, pas forcément lui. Là, c'est en ce moment, je suis un peu crevé. Je crois comme tout le monde, hein. Mais là, je cours partout. Je fais des. Je vous dis, la chaîne, je la tiens seule grâce à votre soutien sur notamment jemil.fr/soutenir. Vraiment, allez-y, rendez-vous-y si vous avez quelques pièces, c'est le moment. Puisque ce travail qui est un peu hybride, parce que tant je suis un faux journaliste dans tous les cas, hein, pour l'opposition à moi, donc Macron et compagnie, je ne serai jamais un vrai, même si demain je le suis de manière réelle. Le travail de reporter, le travail de tout ce que je fais ici demande énormément de temps et d'énergie du coup. Donc je suis claqué pour ça quoi. Et puis après les déplacements, les machins, enfin c'est très très difficile. Et puis le quotidien de militant, comme vous l'êtes sans doute vous aussi, en tant que citoyen, enfin c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je suis crevé que pour Macron. Macron. Voilà, bon ben je crois qu'on a fait le tour. Je vois vos messages, mais on tourne un petit peu en rond. Je pense que c'est bien qu'on s'arrête là. Comme ça le replay sera plus facile à revoir. Je vous embrasse bien tous. J'espère que vous avez passé quand même un petit moment sympa en ma compagnie. Moi en tout cas avec la vôtre, ben, ça me fait toujours plaisir de passer ce moment-là avec vous. Je vois vos messages de félicitations, des commentaires positifs. Merci beaucoup. Allez voir le reportage que je vous ai réalisé sur la semaine dernière à Paris à l'Assemblée nationale. La vidéo aussi qui vous explique la loi sécurité globale. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. J'y suis pas mal actif en fait entre deux vidéos. Et surtout sur mon site que je gère en dehors des GAFAM, parce que ça peut dans l'avenir tomber tout ça. YouTube c'est pas éternel, ça n'appartient pas. Encore une fois, il y a un des derniers lives qui a été bloqué pour des comment dire, raisons obscures, je ne sais pas, alors je ne sais pas comment c'est possible, mais il se trouve toujours une solution pour pouvoir nous museler. Donc sur le site jemil.fr, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et on discute ensemble. Vous pouvez vous inscrire au site aussi et on discute sur le forum. Donc il y a ce lien là qu'on pourra garder tant qu'Internet sera ouvert, alors que sur les autres réseaux, donc les réseaux qui ne nous appartiennent pas, ça sera difficile. Le site qui est possible, qui existe que grâce à votre don, encore une fois, à vos dons sur l'association Mille et une choses qui finance tout ça. Donc voilà, bah merci à tous, je vous embrasse bien, j'embrasse particulièrement Manon et Uriel pour l'aide, comme d'habitude. Merci beaucoup les filles. A plus tout le monde, Balou, Sylvain, Lopez, mais aussi Rick, je vous vois plein de gens qui passent là, Aigle 4, etc. À bientôt. Et puis voilà. J'aime bien quand même passer ce moment avec vous. On recommence bientôt, hein, parce qu'on a encore 1000 choses à se dire et à faire ensemble. Ciao!